Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui des deux événements principaux qui viennent de marquer la planète, j'ai envie de dire. Tout d'abord, les enquêtes des directeurs d'achat qui ont été publiées un peu partout dans le monde et qui nous montrent justement où va aller la croissance demain, bien sûr au niveau mondial, mais également pays par pays. Et malheureusement, il y a des mauvaises surprises pour la zone euro et notamment pour la France, sachant que ces enquêtes ont été menées avant les fameuses émeutes. Donc, ce qui veut dire que malheureusement, la récession qui est en train d'arriver est en train de se confirmer, en particulier en France. On va voir ça dans le détail tout à l'heure. Et puis, deuxième événement assez incroyable, c'est que ça y est, c'est ce qu'on appelle les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, viennent d'annoncer la création très prochaine d'un concurrent au dollar, oui, d'une monnaie qui serait basée d'ailleurs sur l'or. C'est assez incroyable. Donc ça va être annoncé dans le détail les 22 et 24 août prochains lors du sommet donc, des BRICS en Afrique du Sud. Alors quid, est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est dangereux? Quelles conséquences pour nous, pour les États-Unis, pour le dollar et bien sûr pour l'euro et la zone euro et donc la France? On va essayer de répondre à ces questions, d'où évidemment cette question globale. Qui va gagner le match entre les BRICS, les États-Unis et la zone euro? En fait, je devrais dire les matchs de la croissance, puis les matchs également de l'hégémonie, on va dire, d'un point de vue financier au niveau mondial. Alors voilà, des grandes questions, on va essayer d'y répondre, évidemment avec des graphiques, et on va commencer tout de suite avec un graphique qui vient donc d'être publié, l'enquête des directeurs d'achat dans l'industrie au niveau monde. Donc vous savez comment ça se passe, cette enquête, c'est très facile à comprendre. Il y a une barre à 50, au-dessus c'est de la croissance, en dessous c'est de la baisse de l'activité. Et là, attention, donc les chiffres, d'abord pour l'industrie, viennent de sortir, voilà l'indicateur monde, avec ça en train de baisser donc au mois de juin. Regardez bien, sur les 42 pays donc, qui proposent ces enquêtes au moins le mois, il y en a 26 qui sont déjà en récession industrielle, 7 à la frontière, 2 proches d'y entrer et seulement 7 qui affichent des indicateurs donc supérieurs à 52, ça veut dire avec un bon niveau de croissance. Et regardez bien, nous sommes sur un plus bas à 48,8 exactement, donc depuis 6 mois, et qui était lui-même un plus bas depuis 2020, c'est-à-dire la dernière récession qui suivait la première pandémie, va-t-on dire, du moins le premier confinement. Donc c'est pour dire que évidemment on a des vrais dangers. Alors qui sont les pays qui s'en sortent encore? Qui sont les 7 pays où il y a encore de la croissance? J'ai envie de dire c'est un peu quasiment toujours les mêmes. D'abord l'Arabie Saoudite, l'Inde, qui était d'ailleurs souvent numéro 1, l'Ouganda, Thaïlande, Nigeria et Russie. Surprise, Indonésie, Grèce, Turquie, un effet de rattrapage qui s'observe évidemment. Et par contre, alors pour les pays où là, on est soit en récession, soit proche de la récession, alors voilà, vous choisissez ceux que vous voulez, il y en a un paquet, malheureusement, j'ai envie de dire, et notamment, bien entendu, la France, qui est ici avec un niveau de 46, on voit également des pays comme la Suisse, bien sûr, la zone euro, la République tchèque, l'Allemagne et l'Autriche, donc qui ferment la marche. Alors ça, c'est pour l'industrie. Maintenant, si on regarde l'ensemble des secteurs d'activité, ce qu'on appelle les indicateurs composites. Donc là, c'est vraiment un indicateur avancé de la croissance complète, tout secteur d'activité confondu. Et là aussi, mauvaise surprise. Enfin, ça dépend pour qui, parce que c'est vrai qu'il y a quand même, un pays, on s'y attendait, c'est évidemment l'Inde, qui est toujours la locomotive de la croissance mondiale. Le mois dernier, elle était première, là, elle est deuxième derrière l'Arabie Saoudite. Et par contre, la surprise, c'est que le troisième sur le podium, c'est aujourd'hui la Russie. Alors là, évidemment, on a un problème, parce qu'on nous annonce l'écroulement de la Russie, la récession dramatique, etc. Et là, si on voit les indicateurs des directeurs d'achat, donc menés, encore une fois, par Standard & Poor's, par JP Morgan, donc des instituts américains, finalement, ou des banques américaines, on a du mal, effectivement, là aussi, à comprendre. Donc, soit ils se trompent, soit on nous dit que ça va mal en Russie, d'un point de vue économique, finalement, c'est pas si grave que cela, mais toujours est-il que c'est en train de résister aujourd'hui. Alors, juste derrière, les États-Unis talonnent, effectivement, donc la Russie, le Royaume-Uni également, nous a annoncé l'effondrement, et ce n'est toujours pas le cas. Par contre, on voit qu'au niveau monde, ça résiste encore. On est à 52,7, donc au-dessus, effectivement, donc de la barre des 50. Ça résiste encore donc pour la Chine, là aussi grâce notamment aux services. Et donc pour l'instant, le pays qui tire la croissance mondiale, ça reste l'Inde. On le voit ici, on vient d'avoir les chiffres d'ailleurs du premier trimestre 2023, une croissance de 6%. Vous voyez que ça, c'est les indicateurs avancés pour l'économie indienne. On pourrait remonter sur des niveaux de 10% de croissance en glissement annuel assez rapidement en Inde. Et alors maintenant, on va voir évidemment la Russie. Alors encore une fois, c'est tout à fait objectif, je suis désolé. Certains, encore une fois, vont me dire non, mais c'est pas bien de dire ça ou autre. On dit simplement la vérité. Et voilà que nous avons aujourd'hui cet indicateur avancé. Vous voyez, j'ai même pris
pris une capture d'écran pour vous montrer que c'est bien directement sur le site internet. On a cette augmentation effectivement de l'indicateur avancé. Là, c'est le PIB, vous voyez, c'est la courbe orange, qui pourrait revenir vers 2, voire 4 ou 5% de croissance assez rapidement. Donc c'est vrai que c'est assez détonnant par rapport à ce qu'on peut entendre à côté. Alors si on voit également l'oncle Sam, on nous avait annoncé une forte récession, là aussi c'est pas le cas, ça résiste bien. Donc on a une dynamique, vous voyez, notamment dans les services qui permettent d'annoncer une croissance américaine qui va se maintenir, donc qui va obliger également la Réserve fédérale à continuer d'augmenter les taux d'intérêt. Donc ça c'est pour, on va dire, les bonnes nouvelles. On me dit souvent qu'il n'y en a pas assez. Ben voilà, il y a des bonnes nouvelles du moins pour certains pays. Par contre, pour d'autres pays, c'est moins sympa, et notamment, effectivement, les pays européens. Donc là, on voit l'indicateur pour l'Allemagne, on est pile à 50,6, le Canada, l'Australie, la zone euro, donc ça y est, on est passé sous la barre des 50, ça confirme évidemment la récession. L'Italie également, vous voyez, une forte récession qui arrive, l'Afrique du Sud, et donc, malheureusement, dernière du classement, c'est la France, 47,2. Donc aujourd'hui, si on suit les indicateurs des directeurs d'achat, la France est le pays où l'activité baisse le plus. Et encore une fois, avant même les émeutes. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, on est très très loin du discours un petit peu lénifiant, consensuel, où on nous dit tout va bien dans le meilleur des mondes. J'aimerais bien sûr dire le contraire, mais c'est une réalité aujourd'hui. L'économie française va mal, elle est en train de retomber dans la récession. Là, on voit sur la zone euro, les indicateurs avancés, vous voyez que c'est pas compliqué. On va avoir un glissement annuel du PIB négatif très rapidement. On était déjà en récession depuis 2 trimestres donc dans la zone euro, et ça va évidemment continuer. Et d'ailleurs, comme on voit que l'euro est en train de rebondir par rapport au dollar, on se dit tiens, c'est quand même bizarre parce que là on a le comparatif, donc indicateur avancé, États-Unis c'est en bleu, zone euro c'est en rouge, donc zone euro nous sommes en récession, les Américains restent en croissance et pourtant l'euro repart à la hausse. Donc il y a évidemment un petit problème, même si la Banque Centrale Européenne va certainement encore monter les taux d'intérêt, les États-Unis vont également les monter, donc ce qui veut dire qu'attention, l'euro pourrait assez rapidement repartir à la baisse, justement à cause de cet écart de croissance. Et si maintenant on regarde ce qui se passe précisément sur la France, voilà, la France, malheureusement, c'est le seul pays de la zone euro où il y a à la fois des indicateurs négatifs, ça veut dire sous les 50, donc en récession, dans tous les secteurs d'activité, dans l'industrie, dans les services, dans la construction et bien sûr pour l'indicateur composite. Et voilà, donc vous voyez, ça c'est le PIB, c'est la courbe bleue. Donc ça va bientôt avoir un glissement annuel négatif. Je suis désolé, je viendrai dire le contraire. Encore une fois, on se doit de dire la vérité. Aujourd'hui, l'économie française est véritablement en danger. Donc ça c'est pour, on va dire, la croissance à venir demain. Vous voyez que c'est pas formidable, moi ça dépend pour qui. Et maintenant, l'autre enjeu de cela, c'est que on a vu que pour l'instant, les pays justement dits émergents résistent pas trop mal, notamment l'Inde. Est-ce qu'ils vont réussir à imposer un concurrent au dollar? C'est vrai que ça, c'est quand même la surprise de ces derniers jours. Ça y est, c'est officiel. Donc, lors du sommet du 22 au 24 août, on va nous annoncer donc cette fameuse monnaie d'échange pour les BRICS et ceux qui le souhaiteront pour éviter de commercer en dollars. Voilà. Alors, ça sera une devise qui sera a priori adossée à l'or. Donc, ça veut dire sérieuse, et on comprend pourquoi les BRICS justement ont accumulé pas mal d'or ces derniers mois, ces dernières années. Donc là aussi c'est une grande question, sachant que quand on regarde les fondamentaux, c'est vrai que les BRICS, c'est 40% de la population mondiale, c'est un quart du PIB mondial, même 32% en parité de pouvoir d'achat, on va voir ça tout à l'heure, et c'est 18% les échanges à travers le monde, donc ce n'est quand même pas rien. Donc ce qui veut dire que là aussi une brèche a été ouverte. D'ailleurs une première brèche avait été ouverte, rappelez-vous, en avril dernier, lorsque les Émirats Arabes Unis avaient vendu donc du gaz liquéfié en yuan. Donc auprès de la Chine, ce n'était pas encore une monnaie globale, mais uniquement en yuan, c'était tout à fait nouveau. Et parallèlement, l'Arabie Saoudite a dit qu'elle allait également réfléchir à libeller une partie de son pétrole en yuan, du moins celle qui est échangée avec la Chine, sachant que la Chine est le premier importateur mondial de pétrole. Donc on comprend bien que là, c'est un enjeu important. C'est vrai que pour le moment, le dollar reste sur son piédestal. C'est toujours 62 à 65% des réserves de change du monde. La zone euro, c'est que 20%. Et parallèlement, 50% donc des transactions mondiales sont toujours en dollars, alors que 11% du commerce mondial seulement sont américains. Donc, ça veut dire que les 2/3 du commerce en dollars ne sont pas américains. Donc, ce qui veut dire que là aussi, pour l'instant, ça résiste bien. Mais jusqu'à quand, sachant qu'il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Et là, on va regarder un petit peu les forces en puissance, puisque donc depuis 2022, ça y est, ce qu'on appelle encore une fois les BRICS, ont un poids économique supérieur à celui du G7. Donc, quand on regarde le PIB,
en parité de pouvoir d'achat. Ça veut dire en isolant les différences de pouvoir d'achat entre les différents pays. Vous voyez que le G7, c'était plus de 50% dans les années 80. Ça baisse, ça baisse. Maintenant, on est à 30%. Et les BRICS, qui étaient autour des 15% des années 80-90, maintenant, ça y est, sont à exactement 31,6%, quasiment 32%. C'est bien sûr un record. Et donc ça, bien entendu, ça montre que ça peut évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les BRICS sont une vraie puissance économique qui pourrait se traduire par une puissance monétaire. Ça va prendre du temps, mais en tout cas, c'est déjà dans les tuyaux. Alors, je vous ai fait un petit tableau, pour vous montrer un petit peu comment a évolué le G7, justement, depuis les années 90. Alors, en 1990, là, c'était très belle année, notamment pour la France. Donc, dans le G7, là, vous avez effectivement le PIB donc en dollars courants, en milliards, bien sûr, de dollars courants. Donc, États-Unis, Japon, Allemagne, France, on était 4e à l'époque. Royaume-Uni, Italie et donc Canada, le G7 initial. En 2000, ça commence à évoluer puisque la Chine passe devant l'Italie et donc le Canada sort a priori du G7. La France passe derrière le Royaume-Uni et là donc c'est la dernière photographie du FMI, viennent de sortir leurs chiffres pour 2022. Numéro 1 donc États-Unis, 25 464 milliards de dollars évidemment, de PIB courant bien entendu. Ensuite c'est la Chine. Vous voyez qu'en dollars courants ils ne sont pas devant les Américains, mais ils sont quand même à plus de 18 000 milliards. Ensuite, le Japon, qui évidemment a dégringolé, l'Allemagne, l'Inde, voilà, qui est du 5e, le Royaume-Uni, et donc la France, qui est donc dernière pour l'instant, si on fait un vrai G7, entre guillemets. On voit que la Russie est 8e, Canada 9e, et l'Italie, qui effectivement est 10e. Donc voilà le nouveau G7, entre guillemets, et sachant que ce changement est essentiellement dû, on le voit à deux pays, la Chine et l'Inde. Donc justement, si on voit le poids de la Chine dans le PIB mondial en parité de pouvoir d'achat, ça c'est vraiment des chiffres importants qu'il faut avoir en tête. Vous voyez qu'on est aujourd'hui, si on enlève donc encore une fois les différences de pouvoir d'achat, à plus de 18% et bientôt à 20% si on prend les simulations jusqu'en 2024-2025, donc toujours du FMI, alors que la zone euro qui était même première dans les années 80, aujourd'hui on est autour des 11%, même les Américains évidemment sont en train de reculer, la France de 4%, on passe autour des 2%, bon ça c'est pas nouveau. Alors vous allez me dire, vous savez que la Chine a un point important dans les BRICS, alors justement je vous ai fait la séparation de ces BRICS, et là on voit quand même la Chine a un rôle extrêmement important. C'est-à-dire que sur donc, les quasiment 32% donc, du poids des BRICS dans le PIB mondial, en parité de pouvoir d'achat, la Chine c'est quand même 18,5% à elle seule, donc plus de la moitié évidemment. Ensuite c'est l'Inde, 7,3%, la Russie 2,9%, le Brésil et l'Afrique du Sud à 0,6 qui bouge quasiment pas. On voit qu'effectivement le poids de la Russie ou du Brésil a un petit peu baissé. L'Inde augmente, mais c'est toujours que 7,3%, c'est mieux que rien. Et voilà, effectivement, la Chine continue d'augmenter. Là, c'est 2022, ça s'est stabilisé à cause, bien sûr, des confinements, etc., à répétition. Et je rappelle, bien sûr, que le PIB chinois a augmenté, vous voyez, de 1980 à 2022 de 3749%. Hors inflation, alors que le PIB indien, plus de 1000%, États-Unis, plus 196%, et France, plus 103%. Donc, on se rend bien compte qu'on a cette dynamique qui est là. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, c'est normal, il y a tellement d'habitants, forcément, il y a un effet de rattrapage, une croissance de rattrapage qui s'observe, c'est vrai, et d'ailleurs, c'est pourquoi quand on regarde les PIB par habitant, là c'est différent. La Chine est loin d'être la première puissance mondiale. Donc là, on a effectivement l'évolution des PIB par habitant. Donc on voit que la Chine, certes, bien sûr, ça a augmenté, puisqu'on était extrêmement bas, vous voyez, dans les années 90. Là, on est à peu près à 12 800 $ par habitant en Chine. Et d'ailleurs, là aussi, surprise, le numéro aujourd'hui des BRICS, en termes de PIB par habitant, c'est d'ailleurs souvent été le cas, ça reste la Russie, 15 443 $. Ensuite, on a le Brésil, quasiment 9 000 $ par habitant par an. Et l'Inde, l'Afrique du Sud, 6 694. Et enfin, l'Inde, on voit que l'Inde est très très loin, même si c'est une grande gagnante des dernières crises, parce qu'elle a pris des parts de marché à la Chine. Elle a également acheté du pétrole russe qu'elle a revendu à travers le monde. Ensuite, en disant non, il n'est pas russe, donc vous pouvez l'acheter. Ça, c'est encore une fois une grande hypocrisie. Tout ça fait qu'on a ce poids, je dirais, donc de l'Inde qui a augmenté, mais en termes de PIB par habitant, comme vous savez, la population continue d'augmenter en Inde. Et donc, ce qui veut dire que le PIB par habitant, la richesse par habitant, malheureusement, reste relativement faible. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a encore beaucoup à faire avant que ces pays-là aient l'assise suffisante, justement, pour concurrencer le dollar notamment. Donc ils vont certainement créer cette devise, mais ça ne va pas tout de suite évidemment casser l'hégémonie du dollar. Et d'ailleurs je vous ai fait ici un petit rappel
pour voir aujourd'hui, en 2022, où sont les BRICS en termes de PIB par habitant. Bon, petit classement, bon, numéro 1, on le savait, c'est Luxembourg. Bon, c'est vrai que c'est un petit pays, on sait pourquoi d'ailleurs, bon, 127 580 $ par habitant. Ensuite, la Norvège, là aussi, évidemment, pas du pétrole. L'Irlande, bien entendu, paradis fiscal formidable. Puis la Suisse, et les Américains sont 7e. Les Allemands 21e, Royaume-Uni 23e, et nous, les Français, 24e, alors qu'on était 12e dans les années 90. Donc on voit qu'on a perdu quand même pas mal de place. C'est quand même 42 400 $ par habitant aujourd'hui, chiffre bien sûr du FMI. Regardez le Japon qui était très haut, lui aussi, il a perdu des parts de marché, j'ai envie de dire. La Grèce, 49e, la Russie, 63e, donc là on arrive sur les BRICS. La Chine, donc 68e, vous voyez, 12 814. Bon, c'est mieux que rien, parce que c'était 300 $ dans les années 80-90, mais bon, c'est quand même loin des pays, on va dire, leaders du monde. Ensuite, le Brésil, 8 995, l'Afrique du Sud, 6 194, et donc on retrouve l'Inde, qui est donc à 2379, sur les 193 pays, le dernier étant le Burundi, avec 309 $ par habitant par an. Donc ce qui montre bien que là, encore une fois, ce que je mets, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que, bien sûr que ces pays-là, ils ont une puissance et un potentiel énorme, mais attention, si jamais ils veulent trop tôt concurrencer le dollar, ils risquent de se casser les dents, parce que si jamais il y a une monnaie trop forte, eh bien à ce moment-là, leur croissance risque évidemment de baisser, et donc ce niveau de PIB par habitant ne va pas se développer. Donc c'est pourquoi ça va prendre évidemment du temps. Ceci étant, une brèche a été ouverte, et ça, évidemment, c'est quand même de nature à déstabiliser un petit peu le poids du dollar à travers le monde, déstabiliser également les marchés financiers. Donc ça veut dire qu'il faut revenir un petit peu sur l'or. On est vrai qu'on était monté à 2051 $ l'once, donc le 4 mai dernier, donc c'était seulement 12 $ en dessous du sommet du 6 août 2020. Là on est à 1925 $ au moment où je vous parle, ça peut un petit peu remonter. C'est vrai que l'or est un petit peu cher, mais ça reste toujours cette fameuse poire pour la soif, sachant qu'on a quand même cette crise qui est là. D'abord une récession, notamment chez nous en Europe et dans la zone euro, donc avec une crise de la zone euro qui risque de revenir. Donc faites attention sur l'euro-dollar, l'euro risque de baisser. Parallèlement, les Américains vont bien sûr résister, mais ils sont quand même attaqués par ces fameux BRICS, entre guillemets, indépendamment de ce qui peut se passer entre la Russie et l'Ukraine. On a aujourd'hui donc cette nouvelle dynamique qui est là, et donc on se rend bien compte que la Russie, surtout l'Inde et la Chine, ont envie d'en découdre et justement de pouvoir concurrencer le dollar, sachant qu'il y a beaucoup d'autres pays qui ne sont pas dans les BRICS, par exemple l'Argentine, qui a dit dernièrement, oui, moi je veux effectivement, beaucoup de pays africains qui ont dit, moi je veux justement pouvoir commercer avec cette nouvelle devise. Donc à suivre, on en reparlera bien entendu, mais c'est clair que c'est un grand changement du paradigme mondial. Donc pour l'instant, c'est vrai que les pays émergents sont quand même les gagnants du match de la croissance économique, pas encore sur la richesse par habitant, donc pas encore au niveau monétaire, mais ça arrivera dans 10-15 ans. Là, on aura une crise évidemment dramatique, donc chaque crise en son temps. On va déjà finir celle-là, celle qu'on est en train de vivre, puis on verra l'autre pour les prochaines années. En tout cas, merci encore pour votre fidélité, passez un bel été, bonne continuation, portez-vous bien et à très bientôt.